cette session vers le français. Dans cette session, on va vous parler de l'Internet des Internet of Rubbish Things. Less light in my face. Light. Can I get less light in my face? Okay, a little bit less light for the speaker. Yeah. Hello, good evening everyone. Bonjour à tous. Tout d'abord, je veux dire bonjour à Noah, à Grégoire et à tout le monde au CCC pour m'avoir accueilli encore une fois cette année. On m'a confié la mission, tout comme en 2018, de vous présenter certaines des choses les plus intéressantes, les plus excitantes dans l'art et la technologie de cette année passée. Quand l'année passée, je suis un peu parti sur des tangentes et j'ai une espèce de vision tunnel du sujet et je me suis beaucoup concentré en fait sur les déchets électroniques. On va beaucoup en parler dans la prochaine heure, mais je suis sûr que ça va quand même être intéressant, enfin en tout cas je l'espère. En tout cas la plupart des projets sont de 2019. Alors pourquoi est-ce que j'ai pensé que ce serait une bonne idée de vous parler des déchets électroniques ? Eh bien, tout d'abord, le thème du CCC de cette année, c'est l'épuisement des ressources. Et donc, on peut facilement y brancher des sujets écologiques. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a quelques mois, je suis allé voir une exposition d'un photographe suisse qui a passé 4 ans à travers le monde à essayer de comprendre pourquoi les transhumanistes voulaient changer et, soi-disant, augmenter leur corps. Il a recueilli des documents sur tout ce qu'il trouvait et il a essayé de montrer comment des gens essayaient de passer de corps handicapés à des corps entre guillemets traditionnels ou même suraugmentés. Alors une des manières de faire ça, c'est les puces RFID que vous pouvez vous implanter et qui vous permettent d'avoir accès par exemple à des bureaux sans avoir de carte ou au transport public. Et on m'a dit récemment que les puces RFID existent aussi sous forme de tatouage. Et vous pouvez aussi avoir des aimants implantés sous vos doigts qui vous permettent de lancer des champs électromagnétiques. La première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était il y a plus de 10 ans. C'était un des premiers congrès du CCC auquel j'ai participé. C'était à Berlin. Et c'était une journaliste qui s'appelait Quinn Norton qui expliquait qu'elle venait d'avoir cet aimant implanté. Et elle nous racontait comment elle se sentait par rapport à ça. Je pourrais multiplier les exemples qu'on voit à l'écran là, mais les gens qui sont à la pointe du corps augmenté, c'est les transhumanistes. En voilà un, Igor Trapeznikov. Il est à la tête de la communauté transhumaniste russe. Il a un certain nombre d'implants RFID, mais aussi un appareil qui transforme la vision en son, et qui est en particulier utile pour les personnes qui ont des problèmes de vision ou qui sont aveugles. Et puis bien sûr, en addition des corrections entre guillemets du corps, il y a des gens qui se font implanter des choses comme du titanium dans les genoux ou dans les épaules. Et voilà, une des images que j'ai trouvé le plus impressionné, c'est que les gens peuvent avoir ce genre de vis à l'intérieur de leur corps. Le pacemaker, bien sûr, un autre exemple, et ce qui le rend intéressant, c'est que c'était un des premiers exemples d'appareil électronique qui a trouvé moyen de rentrer dans nos corps. Il est devenu de cette façon emblématique de la mécanisation à venir du corps humain. Et puis bien sûr, il y a tous les objets qui communiquent avec l'électronique et que vous pouvez mettre dans votre corps et qui peuvent communiquer avec d'autres ordinateurs. Et c'est pour ça qu'on parle de l'Internet des corps et non plus seulement l'Internet des objets.
Voilà un pancréas bio-artificiel pour les gens qui ont un diabète de type 1. Il y a tellement d'objets qu'on dit smart, d'objets connectés, qu'on peut se mettre ou s'additionner à son corps. Par exemple, les lentilles connectées. Et après avoir vu cette exposition, j'ai commencé à regarder les gens autour de moi avec un œil différent et à me demander qui d'autre a des bouts de métal, d'électricité, d'électronique dans son corps. Et c'est là que mon obsession pour les déchets électroniques est née. Qu'est-ce qui se passe après la mort pour les gens augmentés? Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais j'ai fait quelques recherches là-dessus. Alors, si on est enterré d'une façon traditionnelle, c'est-à-dire avec tous vos gadgets et toute l'orthopédie que vous avez été implantée. Par contre, si vous êtes incinéré, on n'incinère pas par exemple votre pacemaker parce qu'il y a des risques d'explosion. Et j'ai aussi entendu parler d'un nouveau service qui a l'air intéressant. C'est, par exemple, quand vous êtes incinéré, le titanium ou le métal ne brûle pas. Et donc, il y a cette entreprise qui récupère tout le métal pris dans les cendres. En fait, il y a plusieurs compagnies, entreprises qui font ça à travers le monde. Ils récupèrent tout le métal, ils les divisent selon le type de métal, et après ils les font fondre en lingots. Et ils les revendent aux services non seulement médicaux, mais aussi à toute l'industrie aéronautique. Donc c'est-à-dire qu'il y a des parties d'un corps qui peuvent devenir partie d'un avion ou d'une voiture ensuite. Alors ensuite, j'ai commencé à imaginer que probablement dans le futur, des archéologues trouveront des squelettes avec des déchets électroniques pour les gens qui auraient été enterrés avec. Et on trouvera donc des bouts de métal à l'intérieur de squelettes où on trouvera aussi des morceaux électroniques en décomposition. Et c'est ce qui a fait que j'ai commencé à voir des déchets électroniques un peu partout. Je veux jamais manquer une opportunité de montrer mon chien qui est équipé d'une puce RFID. Et les animaux, par exemple, sont enterrés avec leur puce. C'est dur de ne pas mentionner une des icônes du e-waste, c'est Agbogbloshie. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, parce que je suis sûr que vous avez déjà vu ce genre d'image. Donc ici, c'est à Accra, dans la capitale du Ghana, où on a des containers complets d'appareils électriques, de déchets électriques et électroniques qui sont brûlés. La presse aime vraiment parler de ça et aime bien montrer cet endroit dans lequel vos appareils électroniques viennent mourir et où vous avez des gens qui passent toute la journée à disséquer vos appareils et essayent de récupérer du métal précieux, du cuivre, de l'argent, etc. Bien sûr, ils travaillent dans des conditions terribles. C'est extrêmement toxique de travailler là-bas et ils souffrent tous de maux de tête, de problèmes respiratoires, de difficultés du sommeil, etc. Mais c'est vraiment la manière dont la presse dépicte ça. Il y a pas mal de parties qui manquent dans cette narrative. La première, c'est qu'on n'est pas assez conscient du rôle important que ces gens jouent pour nous, parce qu'ils récupèrent le métal. On a l'impression que le métal est partout, mais à la surface et dans la terre, certains métaux vont être de plus en plus difficiles à récupérer. Cette année, l'UNESCO a déclaré l'année de la table périodique des éléments, et on voit sur ce tableau périodique les éléments qui sont en orange, c'est les éléments qui seront de plus en plus difficiles à récupérer et à miner. J'aime bien vous montrer ce graphe, c'est assez vieux, c'est pas très précis, mais ça vous montre les trends.
si vous avez un enfant qui est né en 2010, le jour où votre enfant aura 20 ans, il y aura presque plus d'or, de zinc et d'autres métaux qu'on peut miner. Donc, bien sûr, il y a d'autres méthodes, comme le projet de faire des mines très profondément dans l'espace ou miner dans l'espace, mais c'est des projets très coûteux pour récupérer les métaux précieux. Et on a un angle mort qu'on oublie au niveau du métal. Quand on pense aux challenges environnementaux, on parle de l'énergie. C'est important l'énergie, mais quand on pense aux énergies renouvelables, on se dit oui, zéro émission, mais on a un impact gigantesque sur l'environnement. Et j'aime bien parler de ces centrales thermosolaires comme celle-ci qui est très connue en Californie du Sud. Comme vous voyez, c'est très vaste. Et quand ça a été construit, les biologistes de la biodiversité ont été très préoccupés par le fait que ça a été construit dans des habitats où certaines espèces animales, comme des tortues, ont dû être déplacées pour être relogées ailleurs. Des oiseaux meurent par milliers tous les ans à cause des radiations et de la chaleur dégagée par la centrale. Et quand on voit la surface utilisée par cette centrale, c'est vraiment énorme. Et je pense que c'est pas un hasard si l'ouverture de Blade Runner 2049 commence avec cet environnement sans fin de centrales thermosolaires pour alimenter la population. Donc, comme je disais, je pense qu'on ne se rend pas compte de l'importance des matériaux et le nombre de composants extraits de la Terre qui sont dans tous les objets qui sont autour de nous. Donc je vais vous montrer quelques exemples de design et de travail d'art qui essayent de nous sensibiliser sur les éléments qui sont à l'intérieur de nos appareils électroniques ou électriques. Le premier, c'est par ce designer du studio Drift, où ils ont une série où ils décomposent un certain nombre d'objets. Je vais vous en montrer quelques-uns. Ça peut être des vélos, des téléphones portables. Dans cet exemple, c'est un iPhone de 2010. Ça peut être des aspirateurs, etc. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc, ils les dissèquent et ils analysent les éléments qui les composent. Et ils restituent ces éléments en forme géométrique. Je vais vous en montrer quelques-uns. Ici, l'iPhone. Ceci est un vieux Nokia 3210 de 1999. Quand on les voit dans l'exposition, c'est vraiment tout petit et certains éléments sont peut-être pas représentés ou parce qu'ils sont vraiment en quantité très très limitée dans les téléphones par exemple. Mais voilà par exemple une autre image qui est très grande. Donc c'est une Volkswagen Beetle de 1980, une coccinelle. Et on voit ici par exemple des cheveux de cheval et du bouchon, du liège. Ici on a un câble électrique. Donc on a beaucoup de plastique et un peu de cuivre pour 1 mètre. Ici c'est mon préféré, c'est une Kalachnikov. Donc on voit les balles à l'avant. Et la première fois que j'ai vu cette exposition, si je ne regardais pas le label, j'avais aucun moyen de reconnaître quel était l'objet présenté. Ça montre vraiment l'ignorance des gens, surtout des gens comme moi. Ici, on pourrait deviner le pinceau. Ça, c'est le dernier, c'est une ampoule. Donc, c'est des éléments, c'est une manière design de représenter les éléments qui sont autour de nous.
Et c'est sympa, mais j'aime bien aussi les artistes qui adoptent des stratégies un peu plus brutales. Danny Plogger voulait aussi nous montrer l'intérieur d'appareils électroniques. Donc la première partie de son projet a commencé en 2017, où il a infiltré Philips. Vous savez, ces gens que vous voyez dans les expos qui essayent de vous vendre des gadgets en vous disant ça va changer votre vie, voilà ce qu'il peut faire, etc. Il a été du coup embauché pour vendre un rasoir ultra sophistiqué pour hommes. Et il voulait vraiment voir la dynamique et la logique derrière cette innovation constante des appareils électroniques. Donc c'était la première partie. Il a mis la main sur des documents confidentiels qui expliquent vraiment que les gens chez Philips ont ces équipes, je parle de Philips, mais je pense que c'est pareil partout, qui analysent les consommateurs que nous sommes et cherchent les meilleurs moyens pour nous séduire et pour nous faire acheter leurs produits. Et la seconde partie de son projet, c'était cette année, où il a acheté cette machine. C'est une machine qui s'appelle un testeur de stress industriel. Donc, il l'a acheté sur Alibaba en Chine, et en général, c'est utilisé par des fabricants d'appareils électroniques, et ça simule les types d'accidents qui peuvent arriver à vos appareils électroniques, donc marcher dessus, les faire tomber. Je vais vous montrer ici une vidéo de celui qui l'a acquis. Ouais, c'est notre pauvre rasoir à l'intérieur. Et c'est une machine qui a un côté un petit peu vintage, même si les objets à l'intérieur sont très sophistiqués. Très 21e siècle, quand vous voyez le panneau de contrôle, on a encore l'impression d'être au milieu du 20e siècle. Ça a ce côté vieux design. Apparemment, c'était un cauchemar de se le faire livrer en Europe. Ça a coûté plus cher la livraison que la machine elle-même. Si, comme moi, vous pourriez regarder cette vidéo pour des heures et regarder des objets se faire casser, et que vous habitez à Leipzig, cette machine va être exposée dans une exposition qui s'appelle Zero Waste, zéro déchet. Alors la raison pourquoi il montre la destruction de cet objet, eh bien, il y a deux raisons. Premièrement, d'habitude, quand on pense à des biens de consommation, à comment on consomme trop, à comment on produit trop de déchets, on met souvent la responsabilité sur le consommateur. Et c'est vrai qu'on a une responsabilité là-dedans. Mais en fait, la responsabilité, elle commence bien en amont dans la chaîne. Elle commence par toute la ligne de production, et en particulier le design, la recherche et le développement, mais aussi l'ingénierie, qui trouve de nouveaux moyens, qui cherche toujours de nouveaux moyens de nous séduire ou de mettre à jour des objets qui existent déjà. Et la seconde raison de ce projet, c'est qu'il voulait faire un commentaire sur les makerspaces, les espaces où on fabrique. C'est des espaces intéressants, mais qui sont toujours branchés sur cette idéologie d'entrepreneuriat, de production, et qui ne remettent pas en cause de façon systémique le consumérisme. Il a donc pris ce laboratoire comme une façon de défaire les choses. Et aussi, c'est intéressant parce qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur de l'électronique. J'aimerais revenir un petit peu à Ogbogloshi, parce que là, c'est des gens qui savent très bien de quoi sont faits
notre électronique. Quand on pense à ce genre d'endroit, Agbogbloshie est un exemple, mais vous savez, il y en a d'autres dans le monde, en particulier en Afrique, aussi en Asie. On a l'impression que c'est une grosse déchetterie, une espèce de masse énorme. Il fait noir ou c'est sale. Mais en fait, l'architecte et activiste qui a passé beaucoup de temps là-bas et qui a fait cette carte nous a montré une cartographie de l'activité d'Agbogbloshie. Et c'est là qu'on voit qu'il y a par exemple un makerspace, un espace dédié au désassemblage, des espaces pour manger, des espaces pour prier, des espaces pour s'amuser. Et aussi on pense souvent que ce sont juste des gens qui dissectent notre électronique, mais en fait la manière dont ils travaillent est assez sophistiquée et assez précise. Vraiment, ils récupèrent des containers pleins d'électronique, parfois même des voitures entières. Ensuite, ils les divisent en flux, en ligne, en stock, par exemple là, en photocopieuse. Ils arrivent à détecter ce qui peut être réparé ou pas, mais aussi quelles parties de la machine ou de l'ordinateur peuvent être sauvées, peuvent être réutilisées pour faire quelque chose d'autre. Ils sont bien plus forts que nous, je pense, à différencier les différentes sortes de plastique. Ils ont des endroits dédiés à attendre le type de métal qui les intéresse. Je dirais qu'ils sont un peu comme vous, mais en tout cas pas comme moi qui, quand j'ai un ordinateur qui ne marche pas, c'est comme une boîte noire, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, mais eux ils savent très bien ouvrir un ordinateur. Beaucoup d'entre eux savent réparer et donner une seconde vie à ces objets. Et ça c'est important, vous savez, parce qu'on pense souvent que tous les objets qui arrivent là sont morts. En fait non, la plupart ils leur donnent une seconde vie, ils les réparent, puis ils les vendent à des communautés autour, en Guinée ou dans des pays autour. Au Ghana, pardon. Ensuite, comme vous pouvez voir sur cette photo, ils ont des endroits aussi où ils peuvent s'amuser. Ils aiment beaucoup, par exemple, la Ligue anglaise de football. La carte que j'ai montrée juste avant avec les activités à Agbogbloshie a été faite par l'architecte Deke Osewasare et Yasmine Abbas, qui ont passé beaucoup de temps à comprendre comment fonctionnait cette communauté. Et ils ont créé ce kiosque avec des choses qu'ils ont trouvées sur place. Et c'est un espace de rencontre où ils ont invité la communauté d'Agbogbloshie pour rencontrer des gens, des diplômés ou des étudiants en sciences de l'ingénierie ou en maths, afin que ces étudiants qui avaient jusque-là une vision très théorique de la technologie puissent rencontrer ces gens qui ont une compréhension très sophistiquée et un savoir-faire très poussé de la technologie, afin qu'ils puissent échanger des idées ou réfléchir à des nouvelles façons de faire leur travail. Par exemple, pour récupérer le cuivre, auparavant ils brûlaient le plastique, ce qui était très nocif. Et maintenant, ils ont trouvé une manière de faire ça sans devoir brûler le plastique. Et donc, le travail est plus sûr. Et c'est un win-win pour tout le monde, puisque ça permet de récupérer plus de matériaux. Ils ont développé de nouvelles manières de travailler, mais également de nouveaux outils. Ils ont aussi pu s'amuser. Par exemple, ils ont créé des drones avec des choses qu'ils ont trouvées dans la décharge. Donc c'est un projet que j'aime beaucoup.
parce que ça rend hommage à une sorte de travail qui n'a pas beaucoup de reconnaissance et qui pourtant est très important quand on pense, par exemple, aux métaux qu'on utilise pour faire notre électronique, ou même nos panneaux solaires, ou nos éoliennes, ou toute l'énergie renouvelable qui a besoin de ce genre de métal et qui est un métal de plus en plus rare, ou en tout cas qui est plus difficile de récupérer. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'aimais beaucoup ce projet. Et aussi, ça me rappelle de cette performance de Mirle Laderman-Ukeles. Elle a décidé qu'elle voulait être une artiste résidente au département sanitaire de la ville de New York. Elle a passé, c'est les personnes qui récupèrent les déchets, et elle est restée avec eux plusieurs jours, et du matin jusqu'au soir. Et elle voulait tous les rencontrer, elle voulait vraiment passer du temps avec eux. Elle les a remerciés d'avoir de maintenir New York propre. Et elle a documenté tout ça, elle a parlé avec eux, elle s'est intéressée à eux. Et c'est vraiment un moyen de porter l'attention sur une profession qui est très dévaluée. Et, elle voulait vraiment faire réaliser aux gens que le travail de ces personnes-là est aussi important au moins que le sien comme artiste par rapport à leur engagement dans la société collective. J'aimerais passer plus de temps sur des... Si j'avais plus de temps, je passerais plus de temps sur des projets en Afrique comme celui-ci, une start-up AB3D qui produit des imprimantes 3D qui font en réutilisant des objets électroniques, des déchets électroniques. Je pense que c'est vraiment un mindset qui doit nous inspirer. J'aimerais vous montrer d'autres exemples de cette attitude. Ce qui est vraiment important, c'est essayer vraiment de faire un maximum avec ce que vous avez déjà, plutôt que de passer sur le prochain gadget. Essayer d'être créatif et innovatif. Par exemple, ici, en Inde, on a Jugad. C'est une innovation frugale, comme on peut le traduire. C'est une personne qui n'avait qu'une moto et qui avait besoin d'une semeuse pour son champ. Et il a du coup transformé sa moto en semeuse. Et nous avons perdu l'audio. Donc, nous faisons une petite pause dans la traduction, le temps de récupérer l'audio. En attendant, notre petite musique d'attente. Ah, nous allons reprendre. Tout le monde connaît les règles de base, 6-2-1, 6 heures de sommeil par jour, 2 repas chauds, 6 heures de sommeil, 2 repas chauds par jour et une douche. Souvenez-vous-en. Et n'oubliez pas vos poubelles dans la salle. J'imagine, j'arrive pas à croire que vous venez de demander aux gens de se laver. Et donc c'est vraiment répondre à un besoin plutôt que de consommer. Donc des fois c'est la réponse à un problème très précis et parfois on peut scaler, par exemple ici un inventeur indien a créé un frigo, un réfrigérateur qui n'utilise pas d'électricité mais qui utilise la pression et l'humidité de l'air. Et bien sûr, le meilleur exemple, c'est la mission spatiale indienne
Depuis 2014, l'Inde a une sonde qui orbite autour de Mars et tout le monde en Inde parle du fait que cette mission dans l'espace a coûté moins cher que le blockbuster hollywoodien moyen sur l'espace. C'est pas vraiment de faire les choses pas chères, mais c'est réinventer les processus de design ou de manufacture, de distribution de produits. Je n'ai pas trop de temps, donc je vais devoir passer sur quelques éléments. Donc je suis allé en Inde, en Afrique. Donc revenons à l'Asie parce que j'aime beaucoup ce projet. C'est un projet par un artiste qui a également vu des photos d'Agbogblochi et d'autres. Et il a été intéressé par les déchets électroniques. Et donc il est à Taïwan. Et il a trouvé cette société qui traite les déchets électroniques que personne ne veut. La plupart se concentrent sur le métal cher et rare, comme le cuivre, mais on en a certaines parties que personne ne veut, comme par exemple certains qui contiennent du mercure ou les écrans CRT ou les fibres de verre. Des choses que personne ne sait vraiment réutiliser et eux ont trouvé un moyen. La société s'appelle Super Dragon Technology et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste pris tous ces déchets que personne ne veut, ils les ont écrasés, compressés, mélangés avec de l'époxy et ont créé ces objets que vous voyez ici, qui sont faits à la main, qui peuvent imiter très bien l'apparence de bronze, de marbre ou de porcelaine, de très beaux matériaux. Et ils jouent un peu sur les concentrations d'époxy et de poudre de plomb pour simuler le poids des objets. Bon, le problème c'est qu'ils contiennent beaucoup de plomb, donc il ne faut pas trop les manipuler à la main. On a aussi certains objets qui sont très esthétiques et ils ont aussi ces petits objets magnifiques qui sont des faux cailloux, qui sont vraiment excentriques et fous. Mais ce ne sont pas n'importe quel caillou, ce sont des pierres scolaires où un intellectuel chinois ira à la campagne et trouvait ces rochers sculptés par des éléments avec des formes intéressantes. Et c'était au XVIIIe siècle et il pensait que c'était un résultat de la nature. Aujourd'hui, on peut encore en acheter aux enchères, par exemple. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la manière dont ils pensent. Ils ont vraiment vu qu'il y avait une différence entre les arts appliqués, faire des choses pratiques, et les arts fins, à faire des choses qui sont vraiment inutiles et que dont personne n'a besoin vraiment. Et les objets que je vous ai montrés, c'est vraiment ce qu'ils appellent le green art, donc l'art écologique. Et ils ont une galerie dans laquelle ils exposent ces objets avec un narratif audio ou un texte qui explique l'histoire de l'objet et comment il est devenu qu'il a été extrait, qu'il est devenu de l'électronique et ensuite une poubelle et qu'il a été réutilisé pour devenir de l'art. J'ai pas le temps pour cette partie-là, mais rapidement, je suis connu pour donner des talks très déprimants
Donc j'aimerais mettre un peu de joie dans ma session. Les choses changent et maintenant on a des Repair Café qui ont beaucoup de succès. Donc on a des magasins, des boutiques qui ne sont pas affiliés à des vendeurs pour donner une seconde vie à des objets. Les gens au Genius Bar, par exemple, Apple, vous avez entendu parler du Fairphone, bien sûr. Ça m'amène de manière assez abrupte à un autre sujet duquel je voulais parler, c'est les déchets nucléaires. Je voulais parler de ça parce que c'est une sorte de déchet, c'est de l'énergie, c'est problématique. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un pays qui produit énormément de déchets nucléaires? Donc, c'est toxique pendant des millions d'années. Donc, on a deux solutions. Soit vous les gardez à disposition, vous les enterrez pas trop loin, et si dans quelques années quelqu'un découvre un processus de découverte, vous pourrez le recycler. Ou par exemple en Finlande, ou en France, vous les enterrez très 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 profondément dans du stockage que vous ne rouvrirez jamais. Mais ça va être toxique pendant des millions d'années. Et comment vous faites pour les générations prochaines? Soit utiliser du texte, mais le langage change. Par exemple, il y a longtemps où tout le monde parlait un peu de latin, et aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent plus à la comprendre. Même si votre langue maternelle est anglaise, lire un texte médiéval de l'anglais, c'est difficile. Alors certains ont pensé avoir un système d'icônes, comme par exemple le squelette, avec la tête de squelette, que tout le monde peut associer avec la toxicité. En fait, c'est un symbole qui date seulement du 19e siècle. Pour les chrétiens au Moyen-Âge, quand ils voyaient un crâne et des os, ils pensaient plutôt au renouveau, à la résurrection. Si vous montrez aux enfants le symbole, ils vont pas dire toxicité, ils vont dire par exemple « Oh, des pirates, l'île au trésor ». Donc vous voyez, là aussi les icônes, c'est pas si simple. Alors les sémioticiens et les artistes ont essayé de penser à ce problème. Comment signaler aux générations très très distantes de nous qu'il y a quelque chose de spécial enterré ici? Oh, j'avais oublié. Même si vous trouviez un message, vous devez être sûr que les gens le prendront sérieusement. Sur les côtes du Japon, il y a ce qu'on appelle des pierres à tsunami, où il est marqué « Surtout ne construisez pas ici, puisque les tsunamis vont revenir », mais personne n'a écouté ce qui était marqué sur ces pierres. Donc pour en revenir aux sémioticiens et aux artistes, il y en a un qui a eu l'idée pour conserver la mémoire du danger du nucléaire, c'est qu'il faut que vous l'intégriez dans la fabrique même de la société. Il a donc suggéré la création d'un ordre religieux sur l'atome, sur l'atomicité, un ordre qui serait en charge de garder en vie ce message et un certain folklore autour de ce danger. D'autres ont dit, eh bien, nous devrions planter une forêt d'arbres génétiquement modifiés afin que pendant l'automne, on voit par exemple des feuilles bleues qui ensuite tombent et il faut un beau tapis de feuilles bleues
et que beaucoup de gens se disent comme ça dans des milliers d'années, oh c'est un lieu sacré, et il faut donc le considérer différemment. C'est une idée très belle, mais je la trouve un petit peu naïve, puisque les gens n'ont pas l'habitude de respecter les beaux paysages, si on regarde un petit peu l'histoire. Il y a aussi eu des idées plus cyniques de modifier des chats pour que le chat commence à luire, ou en tout cas change la couleur de sa fourrure dans la présence de radioactivité. Donc un chat qui se modifierait en présence de radioactivité. Alors c'est pas le chat qu'on voit là sur l'écran, ça c'est une interprétation artistique de Marcel Rickley. Je trouve pas ça très sympa, mais pour être honnête, j'aime bien toutes ces idées d'essayer de transmettre et de se connecter avec des gens qui vivent dans des temps très lointains, des temps qu'on ne peut même pas imaginer ou comprendre. Mais je ne suis pas vraiment convaincu. C'est des idées charmantes, mais je ne crois pas qu'elles pourront passer l'épreuve du temps. Principalement parce que les périodes dont on parle, même dans 10 000 ans, ça va bien plus loin que l'expérience humaine. Comment est-ce qu'on peut avoir une connexion avec ça? C'est tellement loin que ça devient abstrait, presque irréel. Alors j'ai pensé à ces projets depuis plusieurs années. Et je me suis demandé, est-ce qu'il y a des projets, artistiques ou autres, qui peuvent avoir un lien physiquement ou émotionnellement avec un temps très éloigné, mais depuis le passé. Parce que là, on peut trouver une trace. J'ai pas pu vraiment trouver de projets qui m'ont convaincu ou une idée vraiment efficace pour faire ça, jusqu'au mois dernier, où à Turin, j'ai trouvé ce plug anal fait par un artiste suède qui s'appelle Thomas Hamann et qui a ceci de particulier qui est fait de coprolite, c'est-à-dire plus ou moins de déjection de dinosaures d'il y a 140 millions d'années. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait une espèce de marché noir pour les excréments de dinosaures fossilisés. Vous pouvez l'acheter sur Amazon par exemple, je ne sais pas si ça sera authentique, mais en tout cas vous pouvez. Et là je me suis dit, mais c'est ça, si vous l'achetez et l'utilisez, vous êtes en connexion proche avec un être qui a vécu il y a très très longtemps. Bon, on arrive presque à la fin. J'ai 3 lignes de conclusion que je vais vous lire. Mais après, je vais vous montrer un film. Et ma conclusion est la suivante. Tout ça est très intellectuellement stimulant, mais il est important que l'on garde à l'esprit que l'énergie renouvelable, par exemple, qui est un sujet qui nous passionne, est très souvent vu comme une solution à long terme, mais malheureusement, l'énergie renouvelable se fonde sur des matériaux qui, eux, ne sont pas renouvelables. Et donc, on est en train de se préoccuper d'un futur dans quelques décennies, mais à l'époque où la société n'était pas encore occupée de la crise climatique ou de la disparition du vivant, on n'a pas pu prendre en compte ces éléments. Donc bref, j'ai parlé du futur et j'aimerais bien finir avec un court-métrage qui se passe dans le futur d'Alexandra Lupashko, qui est un jeune cinéaste russe. Je voulais vraiment le montrer pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est que quand on m'a appris que j'allais revenir au congrès, ma première pensée c'était « oui, je vais pouvoir montrer 2050 » parce que je suis vraiment
amoureuse de ce film. Et la deuxième raison, c'est que je voulais pas finir ma présentation sur la photo d'un plug anal. Последние новости. Вчера в главном офисе компании Robotex состоялась торжественная презентация роботов 4-го поколения. В наступившем 2050 году Торговый центр Роботленд работает круглосуточно. И тогда ежик сказал роботу: наконец мечта человека. Здравствуйте. Здрасте. Вас приветствует компания Oriflame. Желаете ознакомиться с обновленной линейкой продукции? Мы рады, что вы заинтересованы. Мужик, не стреляй, я не робот. Вот, сопли, в глаза посмотри, я не робот. Ага. А вдруг ты 4-го поколения? Нет, я человек. Точно не робот? Нет. Это ключи, мужик, вот, ключи. Убери ствол, я не робот, я человек. Отметь здесь дорожные знаки. Кожаный ублюдок. Yeah. J'ai oublié de dire que ça avait rien à voir avec les déchets, mais c'était irrésistible. Il fallait que je vous le montre. Voilà, c'est tout pour moi. Sauf si vous avez des questions. Thank you very much. Merci beaucoup, Régine Dubetti. As usual, if you have Donc, comme questions, d'habitude, si vous avez des questions, nous avons des micros ici et des micros là. and of course we have questions from the internet. Commençons par Internet. In the meantime, small thing. If you want to know about, En attendant, si vous voulez lire plus de choses sur Régine, vous pouvez aller sur le site web wemakemoneyNotArt.com.
qui est un titre intéressant. Je pense que ça fait au moins 16 ans que je parle de manière dont les artistes font de l'art social, donc c'est plutôt politique, oui. Ce qui est très approprié pour cet événement. Pas de questions? Ok. No. In this case, I heard an No question. In this case, we can chat a little bit Donc, more about your website. on peut parler un peu plus de ton site internet, si tu veux. Je pense pas que ça intéresserait les gens, si. Ouais, si, j'ai regardé un peu et je trouve que c'est assez impressionnant. Vous parlez de l'intelligence artificielle et c'est pas mal. Mais c'est vrai que je voulais vraiment pas trop parler d'intelligence artificielle cette année, à part bon, le film, mais mon blog couvre pas mal d'informations sur l'intelligence artificielle. Oui. La dernière information que j'ai eue, c'était sur le talk juste avant. Donc, dans ce cas-là, merci beaucoup et applaudissez. Et merci.